de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Les débats de Pierre de Touche. Alors, fin août, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé que la chanteuse franco-américaine Joséphine Baker ferait son entrée au Panthéon à l'automne prochain. La date de la cérémonie n'a pas été choisie au hasard puisqu'il s'agit de la date anniversaire à laquelle elle a obtenu la nationalité française. Joséphine Baker sera ainsi la 6e femme à faire son entrée au Temple des grands hommes, mais la première femme noire. À la fois chanteuse, actrice, danseuse, meneuse de revue, si Joséphine Baker est connue pour avoir été un personnage de l'avant-garde artistique en France, Joséphine Baker a été aussi une grande militante noire américaine, particulièrement impliquée dans le combat contre le racisme, puis contre l'antisémitisme. Initiée à la Grande Loge féminine de France en 1960, au sein de la respectable loge La Nouvelle Jérusalem, elle s'est également beaucoup impliquée pour la cause des femmes. Et puis, il faut le souligner, nous y reviendrons, elle fut très impliquée dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, à quelques semaines de son entrée au Panthéon, qui est donc prévue le 30 novembre prochain, nous avons souhaité vous proposer un débat avec Brian Baker, qui est son fils et qui est auteur de Joséphine l'Universelle, un livre qui paraîtra aux éditions du Rocher le 17 novembre prochain. Bonjour Brian. Bonjour. Laurent Kupferman, qui est franc-maçon, essayiste, auteur de nombreux ouvrages et de Récemment rassemblés, qui est paru aux éditions d'Hervy. Bonjour Laurent. Bonsoir Élise. Et de notre nouveau grand maître, Christiane Vienne. Bonjour Christiane. Bonjour Élise. Et nous avons choisi d'intituler ce débat Joséphine l'Universelle. Alors, je dois dire que nous avions choisi d'intituler ce débat Joséphine l'Universelle quand nous avons appris que Brian Baker a publié un livre qui s'intitule Joséphine l'Universelle et il nous a gentiment autorisé à utiliser le titre de son ouvrage pour ce débat. Alors, pour commencer ce débat, je voudrais poser une question à Brian Baker. Joséphine Baker, ce n'est pas que la danseuse et la meneuse de revue, c'est la figure de la défense des libertés. Alors, comment avez-vous accueilli, avec vos sœurs et frères, la nouvelle de son entrée prochaine au Panthéon? Eh bien, d'abord, je vous corrige, le titre de mon livre n'est pas Joséphine l'Universelle, mais Joséphine Baker l'Universelle. Donc, c'est la petite précision. Ensuite, eh bien, écoutez, nous avons accueilli la nouvelle diversement, puisque moi, j'ai été avec le comité et initié d'ailleurs par Laurent Kupferman, ici présent. Nous étions au courant avant tout le monde, mais nous devions garder le secret de cette décision. Donc, moi d'abord, je dois dire que j'ai suivi toute la campagne, donc ça a été par à-coups, et que donc la surprise pour moi était moins grande que pour ma famille. Ensuite, je pense que l'émotion et la fierté ont été les mêmes de la part de tous les membres de la tribu. Mais je dois dire que voilà, pour moi, c'était un peu particulier, car au fur et à mesure des étapes de notre campagne, j'ai deviné et compris, et Laurent également, que nous allions peut-être vers une décision favorable de la part du président. Alors, on va refaire un peu d'histoire. Pourriez-vous nous rappeler brièvement comment Joséphine Baker est arrivée en France? Alors, si on fait bref, elle a quitté sa ville natale de Saint-Louis dans le Missouri. Elle y vivait dans un quartier très pauvre avec sa maman noire. Maintenant, il faut rappeler qu'elle avait eu un père blanc, donc c'était une métisse. Donc, souvent, on dit Joséphine Baker, grande vedette ou star ou icône noire. Bon, en réalité, là aussi, il faut un peu corriger, puisqu'elle avait un père blanc, elle n'était pas plus noire que blanche, elle était métisse.
Mais c'est vrai qu'elle a vécu avec sa maman et son beau-père noir et avec ses beaux-frères et belles-sœurs noires. Donc, peut-être qu'elle se considérait un peu plus du côté noir afro-américain que blanche. Mais bon, elle a quitté cette ville de Saint-Louis très jeune. Elle a quitté la misère car sa famille était très pauvre. Elle a filé sur New York pour y commencer une carrière de danseuse. Donc, à New York, elle est restée quelque temps. Elle a fait partie de certains spectacles où elle était chorus girl, tout simplement, avec une rangée d'autres. Sauf qu'on l'a remarqué déjà, même sur les photos, lorsqu'elle levait toute la jambe, celle qui avait le regard ou je dirais, le gestuel, même en photo, la plus énergique, eh bien, c'était elle déjà. Elle s'est fait remarquer du coup pour être engagée pour une revue allant sur Paris, qui s'est appelée donc la Revue Nègre, avec tout un groupe de musiciens pour un spectacle qui a fait un peu scandale en 1925 lorsqu'ils sont arrivés, car basé sur du Charleston, basé sur des danses un peu à la fois tribales, africaines, mais revues et corrigées. Et elle n'y avait finalement que 2 numéros, elle n'était pas en vedette, mais déjà à ce moment-là, le tout Paris ne parlait qu'en quelques soirs, ne parlait que d'elle parmi les artistes qui faisaient partie de cette revue. Et du coup, quand la revue, au bout d'un certain temps, est rentrée aux États-Unis, Paris a retenu ma mère, Joséphine Baker, en lui proposant un pont d'or pour devenir vedette et surtout meneuse de revue de music hall. Et tout a commencé pour elle avec Paris et sa carrière artistique. En fait, elle était devenue en quelques semaines d'une danseuse qui n'avait que 2 numéros dans un spectacle, elle était devenue vedette et ça a duré toute sa vie. Alors, c'était une artiste avec des valeurs universelles, mais aussi, surtout, des valeurs d'émancipation, liberté des femmes, liberté des Noirs, liberté sexuelle. Elle a choisi la République qui défend les valeurs universelles, Brian Baker. Oui, et donc on peut dire que d'abord, ça a été une femme, enfin déjà une jeune femme, puisqu'elle avait 19 ans lorsqu'elle est arrivée à Paris, une jeune femme libérée à tout point de vue, indépendante, mais il y en avait d'autres à cette époque. Et alors, évidemment, certains parlent qu'elle a défendu, qu'elle a été féministe ou défendu la cause des femmes. Ça n'est pas exact. Elle a défendu la cause des femmes et des hommes. Pour elle, il n'y avait pas, elle ne dissociait pas les femmes des hommes. Donc pour elle, il fallait que les hommes soient et les femmes libres. Il fallait qu'ils ne soient pas victimes de racisme, mais de respect. Et c'est ce qu'elle a découvert, en tout cas, et vécu dans le Paris des années 20, où il y avait peut-être des problèmes, mais où il y avait une vie artistique, en tout cas intrépide, et où il y avait beaucoup d'autres femmes libérées, libres, indépendantes, tout comme elle. Alors, Laurent Kupferman, Joséphine Baker, c'est un personnage qui correspond donc à l'avant-garde artistique, on l'a dit, et qui va défendre toutes les valeurs émancipatrices et s'impliquer dans la défense de toutes les valeurs de liberté. Oui, et c'est ça qui est tout à fait passionnant avec Joséphine Baker, c'est qu'elle incarne à elle seule le triptyque républicain. Comme Brian vient de le rappeler très justement, Joséphine Baker est une femme libre, émancipée. Elle travaille, elle a pris la décision de quitter jeune son pays pour venir trouver son destin et réaliser son destin en France. Je veux rappeler que en France, elle a ce sentiment pour la première fois d'être regardée comme une personne et non plus comme une couleur. C'est énorme. Il ne faut pas oublier qu'elle vient d'un pays où règne la ségrégation, c'est-à-dire qu'il y a
des autobus pour les Blancs, des autobus pour les Noirs, des restaurants pour les Blancs, des restaurants pour les Noirs, des spectacles pour les Blancs, des spectacles pour les Noirs. Elle arrive dans un pays, certes, ne soyons pas des bisounours, il y a des problèmes de racisme comme il y a des problèmes de racisme partout dans le monde, mais ça n'est pas inscrit dans la loi comme ça l'était aux États-Unis. Je veux donc ajouter aussi donc le principe d'égalité qu'elle incarne parfaitement. Elle s'est battue tout au long de ses engagements, que ce soit auprès de Martin Luther King ou auprès en France de la LICA, qui deviendra la LICRA. Elle s'est battue pour l'égalité et puis la fraternité. Et Brian ne me démentira pas, elle se bat pour une fraternité universelle, notamment en créant cette famille merveilleuse, la tribu arc-en-ciel. Christiane Vienne, c'est donc pas étonnant qu'elle soit devenue franc-maçonne. Je ne sais pas si ce n'est pas étonnant, mais en tout cas, elle honore la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie s'honore d'avoir compté dans ses rangs une femme comme elle. C'est extrêmement intéressant ce que Brian et Laurent ont dit, parce qu'en fait, elle incarne d'une certaine manière toutes les femmes, sans en renier aucune. Elle est mère, et elle est mère d'une tribu qu'elle a choisie, et elle assume ce rôle. Elle est en même temps une artiste, elle est une résistante, elle est une militante. Donc, elle incarne des figures féminines que l'on n'a pas l'habitude de mettre ensemble. On a une tendance, surtout dès qu'il s'agit de femmes, de mettre dans une petite case. Une femme bien, c'est une mère, mais elle est tout à la fois. Et c'est extraordinaire de se dire aussi, en tant que francs-maçons, que nous qui avons vocation à rassembler ce qui était part, elle rassemble un peu ce qui était part déjà en elle-même, et elle cherche toute sa vie à rassembler ce qui était part dans la société. Quand elle mène des combats antiracistes, et j'aimais beaucoup ce qu'a souligné Brian, elle ne se bat pas pour les femmes, elle se bat pour l'égalité, elle se bat pour des principes, ça concerne autant les hommes que les femmes. Et c'est ça qui la rend, je dirais, fondamentalement dans son approche franc-maçonne. Et en tant que franc-maçon, je ne peux pas m'empêcher de souligner aussi que nous travaillons au progrès de l'humanité. Mais qu'est-ce que c'est que le progrès de l'humanité, si ce n'est justement participer à tous les combats qu'elle a menés et qui, pour la plupart d'entre eux, sont loin d'être terminés. Donc, d'une certaine manière, elle incarne aussi les valeurs de la franc-maçonnerie. Alors, Brian Becker, Christiane Vienne soulignait à l'instant l'universalisme qu'a beaucoup défendu Joséphine Baker. Elle s'est beaucoup engagée dans la résistance parce que c'était insupportable que la France soit balayée, battue. Est-ce que cet engagement dans la résistance était une évidence? Comment s'est passé son engagement au service de la France libre? Eh bien, pour résumer, dès que la déclaration de guerre en 1939 a été donc officielle, ma mère a tout de suite compris, puisqu'on savait déjà depuis plusieurs années que le régime hitlérien et nazi était basé sur de l'antisémitisme et du racisme en général, et sur une domination de l'Europe et éventuellement du monde. Elle, comme d'autres personnes, ont décidé de s'engager dès qu'ils l'ont pu auprès de forces qui refusaient, contrairement au maréchal Pétain, qui refusait non seulement la capitulation, au niveau militaire, il n'y avait pas grand-chose à dire, mais la capitulation, j'allais dire, mentale. Et donc, elle a rejoint et proposé ses services aux forces françaises libres à la suite de l'appel du général de Gaulle, considérant, et il faut bien revenir là-dessus, que la France l'avait accueilli, l'avait aimé, on avait fait une grande vedette. Pour elle, il était tout à fait normal et logique et d'entrer en résistance et de servir la France, la vraie France pour elle, donc celle qui ne pouvait pas
accepter les lois antisémites, les lois racistes et un état de dictature. Donc, elle a proposé ses services au départ à des services de renseignement qui allaient devenir assez vite des services de renseignement qui devaient se cacher et agir dans l'ombre. Et au départ, évidemment, les personnes en question, notamment celui qui allait devenir son supérieur hiérarchique au moment où il est devenu agent de renseignement, se demandaient si c'était sérieux de sa part et surtout comment pouvait-on utiliser une vedette de music hall. Par la suite, ils ont fini par lui proposer en tant qu'agent donc de renseignement, de collecter d'abord le plus de renseignements possible partout où elle pouvait passer ou se produire, ou à des réceptions. À des réceptions, il pouvait y avoir des politiques en tout genre. Et c'est ce qu'elle a fait pour commencer. Ensuite, plus tard, elle est allée en zone libre dans son château pour protéger son ex-mari Jean Léon-Lévy, la famille de celui-ci, des résistants de tous bords, c'est-à-dire communistes, gaullistes, donc les cacher et après finir par tous les faire exfiltrer avant que la zone libre ne soit elle-même occupée. Puis plus tard, ça a été l'Afrique du Nord, avec les Alliés, où elle a chanté des soldats, où elle a collecté des fonds et où elle a longé toute la côte méditerranéenne, c'est-à-dire tout le Maghreb, la Libye jusqu'à l'Égypte, pour aller essayer de faire la VRP, si je puis dire, auprès des rois, sultans, vizirs, toutes les sommités de ces pays-là, pour qu'ils s'engagent du bon côté, c'est-à-dire du côté des Alliés. Alors, Laurent Kupferman, de fait, Joséphine Baker était déjà française quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, mais c'est quand même le symbole que tout le monde peut entrer dans la République et défendre les valeurs de la République et de la France. Les étrangers qui se battent pour la République appartiennent à la République. Bien entendu, Joséphine Baker, elle incarne, comme l'a dit très justement Brian, elle incarne la République des droits, puisqu'elle arrive, elle obtient comme citoyenne l'ensemble des droits qui sont ceux des citoyennes et des citoyens, mais aussi des devoirs. C'est par devoir qu'elle s'engage aux côtés d'abord des armées françaises, puis ensuite dans le sillage du général de Gaulle, dans la résistance. Et elle incarne aussi la République du possible. Et c'est ça qui est formidable avec Joséphine Baker, c'est cette capacité de s'engager dans de multiples combats qui sont des modèles, effectivement, aujourd'hui, y compris pour la jeunesse, y compris pour les personnes issues de la diversité, comme on dit, en disant que c'est possible. Alors évidemment, tout le monde ne deviendra pas Joséphine Baker. Ce n'est pas le problème, c'est un symbole, Joséphine Baker, aujourd'hui, et c'est un symbole qui rejoint un endroit extraordinaire, puisque c'est un endroit qui a été créé par la Révolution française pour les grands personnages de l'histoire de France. Alors, le mariage avec Jean Lyon en 1937, qui était de confession juive, lui a permis d'acquérir la nationalité française. Ils se sont ensuite installés au château des Milan, en Dordogne. Brian Baker, Jean Lyon aura beaucoup à souffrir des persécutions antisémites. Et on sait que, vous l'avez dit tout à l'heure, Joséphine Baker, et Laurent Kupferman l'a souligné également, a été particulièrement active au sein de la LICA, qui est devenue ensuite la LICRA. Brian, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Et puis, Laurent, je vous ferai réagir aussi sur ce sujet. Eh bien, écoutez, ma mère s'est très tôt engagée avec ça faisait partie de ses engagements après la guerre. Hein. Et donc, ses engagements avec la LICA, devenue ensuite la LICRA. Donc, elle a participé à plusieurs conférences. Elle a aussi voulu, pour bien montrer à la face du monde que on peut, toutes les origines et les religions peuvent cohabiter fraternellement. Elle a voulu que dans la tribu,
il y ait aussi non seulement des origines, mais des religions qui soient représentées. Et donc, elle a voulu adopter aussi un enfant juif. Donc, pour elle, c'était aussi très important, d'autant qu'elle avait connu le ségrégationnisme, mais elle avait connu aussi l'antisémitisme en France dans les années 30. Et pour elle, c'était très important aussi que la religion juive, bon, les autres également, mais soit représentée, d'autant qu'elle s'était rendue après-guerre dans les camps de concentration et il y a vu les résultats horribles de ce programme nazi. Et donc, par la suite, elle s'est aussi souvent rendue en Israël et même si je pense qu'elle ne s'était pas convertie au judaïsme, d'ailleurs je crois que c'est un peu long et un peu compliqué, elle se sentait aussi très liée et elle s'est rendue en Israël plusieurs fois, elle a rencontré plusieurs fois la célèbre dame Premier ministre d'Israël, Madame Golda Meir, et elle a aussi essayé, et elle a fait des conférences pour la paix entre Israël et les pays voisins, et notamment à l'époque de la guerre des 7 jours, et même par la suite. Donc tout cela, ça faisait partie de ses engagements, et la LICRA, c'était pour elle, c'était équivalent à ses engagements avec les droits civiques aux États-Unis, où elle a suivi Martin Luther King, le pasteur King, et où elle a donc pris la parole elle-même le jour où le pasteur Martin Luther King a fait son rêve, son fameux discours J'ai fait un rêve. Et Laurent Kupferman. Oui, mais écoutez, Brian vient de dire l'essentiel. Il est d'ailleurs très modeste parce que il ne cite pas le fait que Joséphine Baker l'emmenait lui-même en Israël avec son frère pour montrer qu'il était possible de vivre ensemble une fois que les peurs étaient dissolues par le fait de l'incarnation. Vous savez, Joséphine Baker, elle incarne quelque chose qui nous est propre, pas qui nous est propre, qui nous est commun, qui est la maxime d'Antoine de Saint-Exupéry. Si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui guide, une des choses qui guide l'action de Joséphine Baker, ce désir de faire tomber les peurs, ce désir de faire tomber la peur de la différence, ce goût de l'autre, ce goût de l'altérité, elle l'incarne formidablement bien, Joséphine Baker. Alors, Christiane Vienne, Joséphine Baker a été une militante du mouvement Renaissance de Harlem, un mouvement de renouveau de la culture afro-américaine, aux côtés de Duke Ellington notamment. Brian Baker vient de parler de son engagement aux côtés du pasteur Martin Luther King, dont ce mouvement, avant de Renaissance de Harlem, ce mouvement de l'entre-deux-guerres, eh bien, promenait l'émancipation des Noirs américains qui étaient confrontés à la ségrégation raciale depuis l'abolition de l'esclavage en 1865. On sait que les francs-maçons ont été particulièrement mobilisés sur ces questions. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Je dirais que les francs-maçons ont été mobilisés sur ces questions, mais il n'en demeure pas moins qu'aux États-Unis, pendant très longtemps, les Noirs n'étaient pas admis dans les loges maçonniques. Donc, il ne faut pas être hypocrite ou nous attribuer des mérites que nous n'avons pas. Le combat pour l'émancipation, ce sont les Noirs qui l'ont mené eux-mêmes avec courage. Et il y a une dimension extrêmement intéressante peut-être pour nous, francs-maçons, c'est la dimension du mouvement des droits civiques, finalement, où la demande, l'utopie, le rêve, c'était de devenir des citoyens. Un citoyen comme tous les autres, comme tous les Blancs qui vivaient aux États-Unis. Et c'est sans doute peut-être une des raisons pour lesquelles Joséphine Baker et d'autres artistes américains se sentaient si bien en France. Parce que c'est vrai qu'il y avait du racisme, certainement. Être un citoyen à égalité des autres n'enlève pas, ne gomme pas le racisme. Mais en France, ils étaient considérés comme des citoyens.
Ce combat-là me semble extrêmement important. La question de la ségrégation, est-ce que suffit pas d'être franc-maçon pour pouvoir se draper de toutes les vertus, mais en principe, lorsque l'on devient franc-maçon, cela veut dire que l'on s'engage à travailler sur soi, à devenir meilleur, et peut-être que l'on est plus sensible à ces questions d'égalité. Maintenant, moi, je suis profondément admirative de ceux qui se sont battus pour les droits civiques, pour l'égalité, qui parfois y ont laissé leur vie. Ce qui me touche beaucoup, c'est de me dire qu'aujourd'hui, ces combats ne sont pas terminés. Alors, c'est vrai que la franc-maçonnerie d'aujourd'hui est beaucoup plus impliquée, du moins en France, dans les combats contre le racisme, pour l'égalité. Et nous pouvons nous en honorer. Mais d'une certaine manière, les valeurs qui nous semblent si naturelles de liberté, d'égalité, fraternité, même chez nous, elles sont encore à travailler, à améliorer. Et le franc-maçon, il vit dans la société qui est la sienne aujourd'hui, et il peut contribuer à ce travail. Mais des femmes comme Joséphine Baker, comme des hommes comme Martin Luther King ont tracé une voie. Ils ont tracé une voie qui est loin d'être aboutie, et il n'y a pas pour le moment, on ne peut pas dire que l'on puisse se réjouir de vivre dans des sociétés qui soient totalement libérées des a priori, du racisme, de la violence. Donc, le chemin, elle nous montre le chemin, mais il est encore long à parcourir. Alors, Joséphine Baker-Laurent Kupferman a manifesté en faveur du général de Gaulle en mai 1968. C'est surprenant ou ça ne l'est pas? C'est pas du tout surprenant. Joséphine Baker est gaulliste. Donc, elle est gaulliste depuis son engagement dans le sillage du général de Gaulle. Elle était, Brian l'a dit en filigrane, mais je vais aller un petit peu plus loin. On parle souvent des informations qu'elle transmettait via l'encre sympathique sur ses partitions. Ce que Brian a souligné à juste titre et qui est au moins aussi important, c'est le travail que Joséphine Baker faisait auprès des élites internationales pour que le général de Gaulle soit reconnu, les forces françaises libres du général de Gaulle soient reconnues comme l'interlocuteur. Vous savez que le président Roosevelt, y compris même Churchill, était un peu dubitatif vis-à-vis de la personne du général de Gaulle et que ça n'était pas gagné. Joséphine Baker, elle a puissamment travaillé. Il y a une anecdote, quand elle part de Marrakech, elle prend une Jeep pour aller au Caire. Et croyez-moi, une Jeep 3500 km, c'est pas une limousine. Donc, elle y va à la dure, mais elle y va, elle mange des boîtes de thon en conserve. Et une fois arrivée au Caire, elle va dans un palace et elle voit le roi Farouk. Le roi Farouk lui demande de faire un concert et elle lui dit non, sire, l'Égypte est neutre par rapport à la France libre, je ne peux pas chanter. Et elle organise, via des amis qui ont des associations à proximité de la France libre, elle organise un concert, et ce concert, elle le fait présider par le roi Farouk. Et là, vous voyez, c'est une forme d'action de résistance diplomatique qui est à mettre aussi au crédit de Joséphine Baker. Alors, on va faire une courte pause musicale avec Sur deux notes de Joséphine Baker. Tu veux que je te chante une belle chanson, mais je ne connais pas la musique. Je peux, si tu le veux, prendre quelques leçons et suivre les concerts symphoniques. Mais je trouve ça bien inutile. Alors, dans quelques semaines, Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon. Ce sera le 30 novembre prochain. Et donc, nous avons choisi de consacrer le débat de ce dimanche matin à Joséphine Baker, l'universelle, avec comme invité Brian Baker,
qui est son fils, Laurent Kupferman, qui est franc-maçon, essayiste, et Christiane Vienne, qui est grand maître de la Grande Loge Mixte de France. Alors, Brian Becker, la tribu Arc-en-Ciel, avec les 12 enfants adoptés de Joséphine Becker, montre que tout le monde est digne de figurer dans la frange un peu. Elle a voulu faire ce symbole. C'est comment la tribu Arc-en-Ciel? La tribu Arc-en-Ciel, quand nous étions gamins, c'était comme une colonie de vacances prolongée. C'est-à-dire, on n'arrêtait pas de jouer, de courir, de voir arriver un autre frangin, si je peux employer ce mot, dans cette émission, hein, ou frangine, puisque je crois que c'est un petit peu le surnom que l'on donne bien à la famille franc-maçonne. D'ailleurs, je reviens là-dessus. Il est évident que si ma mère est entrée en maçonnerie, elle ne nous en a jamais parlé car nous étions trop jeunes, mais c'est sûrement parce qu'elle a considéré que les objectifs de fraternité universelle étaient les mêmes que les siens, enfin ceux de la franc-maçonnerie, donc qu'il fallait participer et être aussi aux côtés, en tout cas, de cette loge et de cette grande confrérie, si je puis dire. Alors maintenant, pour en revenir à votre question, voilà, nous, on vivait dans un château, avec un grand parc, on était nombreux. Donc, à la base, c'était une grande famille, et donc, j'allais dire, de toutes les couleurs et de toutes les religions à la base. Bon, cela dit, notre mère n'a pas voulu trop insister sur les religions. Elle était croyante, elle était à la base de baptiste, mais elle nous disait, vous savez, toutes les religions, c'est le même Dieu en réalité, sauf que ce sont j'allais dire, les rituels, les mots qui changent de temple à synagogue ou église, bon bref, mais on croit tous dans le même Dieu qui n'a peut-être pas le même nom, mais tout ça, c'est... Bon, après, ce sont j'allais dire, des détails. Maintenant, plus tard, vous verrez vous-même si vous avez envie de suivre une religion, celle de votre origine ou non. Mais sinon, nous, donc, on vivait là et on grandissait là de manière tout à fait, je dirais, joyeuse. Bon, avec les petits camarades du village ou de l'école communale, ça se passait pas mal aussi, même s'il y avait quelques petites remarques de certains ou des petites blagues sur les couleurs de peau. Bon, en réalité, ça n'était pas très grave. Bon, ma mère, à un moment donné, l'avait mal pris à l'école communale. On traite un de mes frères de Blanche-Neige ou etc. Et elle nous avait retirés de l'école communale pendant 1 an pour qu'on fasse cours avec des profs particuliers. Et finalement, l'année suivante, bon, elle s'est rendue un peu à la raison parce qu'elle pouvait des fois être un petit peu extrême. Hein. Et bref, c'était pour la bonne cause. Mais bon, on est retourné après dans les écoles ou dans les collèges. Et voilà, on a grandi. Et le plus important, c'est qu'on est resté unis. C'est ce qu'elle souhaitait. Et c'est ce qu'elle a pu vivre avant de nous quitter, puisque chaque fois que nous faisions des bêtises, en cassant des vitres avec le ballon, ou enfin bref, jamais nous ne nous dénoncions. Et pourtant, dans ces cas-là, nous pouvions être tous punis collectivement. Genre privé de repas, ou plus petit, bon, c'était les fessées. Mais on ne se dénonçait jamais, ce qui la faisait enrager, ainsi que les autres adultes, mon père, mon oncle, ma tante, et puis les précepteurs, gouvernantes qui étaient là. Mais en réalité, bon, ils enrageaient tous, mais ma mère, finalement, avait dit à des amis, comme ça, une fois dans son bureau, j'étais, moi, passé un peu par hasard en jouant à cache-cache dans le château, et j'avais entendu dire à des amis, bon, c'est énervant, c'est enrageant de ne jamais savoir qui a fait la bêtise, mais en réalité, je ne vais pas leur dire, mais je suis très heureuse de voir qu'ils sont solidaires. Je crois que j'ai réussi ma tribu, mais chut, je ne vais pas leur dire, évidemment. Alors, Christiane Vienne, Joséphine Becker, on l'a dit, c'est une figure de l'antiracisme. Et à ce titre, eh bien, l'entrée prochaine au Panthéon, dans le contexte actuel d'exacerbation des identitarismes, eh bien, c'est un signe fort
C'est un signe fort, mais je dirais, j'ai l'impression, mais peut-être parce que je suis viscéralement optimiste, que l'on traverse une période, c'est vrai, où il y a à la fois une exacerbation des identitarismes, mais parallèlement à ça, c'est aussi parce qu'il y a un profond rejet dans la société du racisme et des discriminations. Et je pense que ça, c'est extrêmement positif, qu'une femme puisse dire je n'accepte pas qu'on me tripote sans mon accord, qu'un homme puisse dire je veux être traité comme n'importe qui, quelle que soit ma couleur de peau. Et donc, je pense qu'il y a une évolution dans la société où il y a aussi une prise de conscience de ce que l'on est. Et une différence, ce n'est pas nécessairement une discrimination. Les différences, elles enrichissent la société. Donc, plus la société est mélangée, plus il y a une espèce de melting pot dans ce qui tue aujourd'hui notre société et qui crée aussi le climat dans lequel on vit, c'est que l'on a créé des ghettos et que chacun, quelque part, est enfermé dans sa communauté. Il faut beaucoup de courage, comme l'a fait Joséphine Baker, pour pouvoir sortir des ghettos mentaux et sociétaux dans lesquels on vit. Mais donc, autant les différences s'enrichissent, autant les discriminations renforcent les séparations. Donc, parfois, on a un discours un peu culpabilisant vis-à-vis de ceux qui expriment les discriminations qu'ils subissent. Mais ce n'est pas contre les victimes qu'il faut réagir, c'est contre la discrimination. Et je pense que là, on n'a pas fini. Et j'ai l'impression qu'on est en train de vivre une période de prise de conscience dans notre société par exemple, le racisme est devenu intolérable et inacceptable. Et que quand il entraîne des discriminations, eh bien, à ce moment-là, il faut s'élever contre ces discriminations. Comme on l'a fait dans le cadre du mouvement pour les droits civiques, aujourd'hui, en France, on a la chance de vivre dans une société qui est ouverte. Et en même temps, c'est très bizarre de se dire que c'est une société qui apparaît tellement ouverte. Et en même temps, parallèlement à ça, il y a un sentiment profond chez des parties entières de la population, parfois pour des raisons différentes, qu'ils ne sont pas des citoyens à égalité avec les autres. Et donc, je ne pense pas qu'il faille fermer les yeux devant ça, qu'il faut pouvoir écouter certains messages et se dire comment peut-on rassembler et vivre les différences, accepter les différences sans accepter les discriminations. Et je pense que ça fait partie un peu du prolongement des réflexions qui ont été menées à un moment à travers Joséphine Baker et d'autres aussi, et que son entrée au Panthéon, c'est une manière de renvoyer un message qui est de dire, regardez, dans la société française, il y a des héros, des gens que l'on honore, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit leur sexe. Et ça, c'est un message qui me semble, on a besoin de ça aujourd'hui. Oui, j'enchaîne sur ce que vous venez de dire, qui est que beaucoup de gens ont fait cette même réflexion, madame, donc avec l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, il y a une note d'espoir par rapport aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça figure, si je puis dire, ressort d'autant plus que nous connaissons donc ces problèmes. Alors, vous avez parlé d'identitarisme, moi je dirais de communautarisme, certains disent aussi de racialisme, n'oublions pas aussi d'intégrisme. L'intégrisme, ça n'est pas la fraternité universelle, ça fabrique le contraire, puisque ma mère parlait d'éducation, elle a tenu à ce qu'on ait une éducation vraiment en tolérance et en ouverture, et elle disait que quand il y a une mauvaise éducation ou un manque d'éducation, on peut avoir des problèmes tels que ceux qu'on vit aujourd'hui. Donc, en dehors même de l'intégrisme dont je vous ai parlé, ou du communautarisme, ou des communautarismes divers, rappelons-nous aussi que c'est par mauvaise éducation à la maison ou par manque d'éducation qu'il y a aussi donc les racismes divers.
l'antisémitisme, l'homophobie, le sexisme, les violences sur l'individu et également en partie le terrorisme. Alors, pour continuer sur ce pan-là, le Panthéon eh bien, célèbre les grands hommes et les grandes femmes. Laurent Kupferman, Joséphine Baker eh bien, sera la première femme, alors métisse du coup, à faire son entrée dans ce temple de la République. Oui, mais je pense que, comment dire, c'est à la fois une très belle chose, mais qu'on ne peut pas la réduire à ça, Joséphine Baker. C'est d'abord et avant tout une personne qui s'est engagée dans tous les moments de sa vie. Et évidemment, c'est très bien qu'il y ait une femme de plus au Panthéon. Il n'y en a évidemment pas assez, on est bien d'accord. Évidemment, c'est formidable qu'elle rejoigne Félix Eboué pour illustrer la diversité, mais ne réduisons pas, n'essentialisons pas les personnes en fonction et de leur genre et de leur couleur de peau. Encore une fois, où nous serions à l'inverse du message de l'universalisme que nous voulons, je crois, porter. Il faut rappeler que l'universalisme, évidemment, ça n'est pas l'uniformité, donc c'est la différence. Mais c'est le fait, l'universalisme, c'est cette capacité à dépasser nos différences et à nous réunir dans quelque chose qui nous dépasse, que ce soit la nation ou que ce soit plus simplement notre appartenance au genre humain. Et c'est ça le message de la République française. C'est en ça que Joséphine Baker incarne l'universalisme à la française. Alors, Brian, allez-y. Je me permets d'ajouter à ce que vient de dire Laurent, qu'effectivement, il ne faut pas réduire l'entrée de ma mère à son sexe et à sa couleur de peau. Ce serait quelque part la trahir. Tout en à réalité, fait. c'est avant tout un être humain et un être humain qui va être donc honoré. Et elle aurait pu être homme, elle aurait pu être blanc ou asiatique, enfin bref, elle aurait pu être blanche, donc surtout un homme blanc. Et d'ailleurs, il y en a évidemment au Panthéon. Et c'était pour leur valeur. Émile Zola n'était pas une femme et il n'était pas noir. Mais voilà, c'était un grand homme de notre nation. Pareil, je prends cet exemple. Hein. Et voilà, elle est à égalité. C'est pareil qu'Émile Zola, c'est un être humain. Et le fait, qu'on parle, notamment certains médias, de son sexe ou de sa couleur de peau, oui, c'est une chose, mais ça n'est pas le principal. Et il ne faut pas qu'on voit dans cet angle-là. Ça n'est pas. Oui, je répète, ce serait un peu la trahir quelque part. Disons. Avant de passer la parole à Christiane, puis à Laurent, je voulais vous préciser aux auditeurs que ma question était volontairement provocatrice. Christiane, puis Laurent. Oui, je dirais, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'entends, mais on ne peut pas nier quand même qu'elle est une femme et qu'elle est métisse. Ça fait partie profondément de son identité. Donc, l'universalisme ne doit pas non plus gommer ce qui constitue peut-être la richesse des différences. Moi, ce qui me marque chez elle, ce qui me frappe, c'est que tout au long de son parcours, elle a toujours été d'une très grande sincérité, profondément elle-même, en dépassant tout ce qui pouvait quelque part être les préjugés qui l'entouraient. Et ça, dans un parcours de vie, que l'on soit un homme ou une femme, ce n'est quand même pas si courant. Donc, on ne peut pas la mettre dans une case. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas la réduire au fait qu'elle soit une femme et qu'elle soit métisse, mais on ne peut pas non plus le gommer. Elle n'est pas un homme blanc. Elle est quelque chose de différent, qui a une valeur qui est totalement équivalente, mais je pense que beaucoup de femmes vont se retrouver aussi dans le choix qui a été fait, de l'honorer elle, parce qu'elle a mené tous les combats qu'elle a menés, elle les a menés avec conviction,
Vous disiez tout à l'heure, parfois peut-être qu'elle s'est trompée, mais ça, peu importe. Elle a été vraie dans tout ce qu'elle a accompli. Donc, c'est aussi tout ça qui fait. Mais je ne voudrais pas que l'universalisme essaye de gommer le fait que, à un moment dans la société, le fait d'être une femme, ça demande une autre, comment? L'émancipation pour une femme a des nuances très différentes de ce qu'elle prend pour un homme. Et donc, c'est aussi, je pense que quand il y a, en fait, sa présence au Panthéon rencontre tout de même un très large consensus social. Moi, je n'ai pas lu d'article où on dit pourquoi elle, où il y a, je n'ai pas entendu même dans le discours des voix s'élever pour dire, bon, il ne faut pas qu'elle soit là. Non, si elle attire ce consensus, c'est quelque part aussi parce que dans la société française telle qu'elle se compose aujourd'hui, ce qu'elle incarne fait que beaucoup de gens se retrouvent en elle. Laurent Kupferman. Et pour aller dans le sens de ce que dit le grand maître, je veux redire que l'universalisme, ça n'est pas l'uniformité. Et que, effectivement, ce que porte Joséphine Baker d'un point de vue symbolique, il y a aussi sa singularité, ces singularités que nous évoquons. Mais n'oublions pas que la finalité, c'est d'aller au-delà de ces singularités. Donc, ça n'est pas contradictoire. Il y a pas, c'est un faux paradoxe, un paradoxe d'apparence. Et l'objectif de Joséphine, et je crois de la franc-maçonnerie, et y compris aussi l'objectif de la République française dans ce qu'elle porte de projet universel, c'est de savoir nous rassembler toutes et tous au-delà de nos singularités, dans quelque chose qui, encore une fois, nous rattache à ce que nous sommes, c'est-à-dire la communauté nationale et tout simplement des êtres humains. Oui. Oui. Alors, D'ailleurs, Brian je voulais ajouter à Madame le grand maître, donc, effectivement, ben oui, donc, c'est votre fonction, donc, enfin, votre ou grade, je pense, je connais pas bien mais moi, j'aime bien j'ai Madame beaucoup de grand-maître. sympathie. Oui. En tout cas, Non, moi, c'est chouette. j'ai beaucoup de, je ne connais pas, bon, effectivement, tous les us et coutumes en franc-maçonnerie, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour la franc-maçonnerie, dans le sens que ma mère, si elle y est entrée, c'est pour les raisons évidentes donc de partage, de solidarité, d'égalité que vous représentez. Donc ça, c'est très important. Et c'est les mêmes buts, c'est la même perspective d'un avenir meilleur et plus harmonieux. Et alors maintenant, moi, je vous ai entendu, c'est vrai que on ne peut pas, évidemment, on peut pas réduire l'entrée au Panthéon de ma mère à son sexe et à sa couleur, mais il est vrai qu'on ne peut pas non plus oublier que pour une femme, ça n'est pas que comme pour un homme, et que pour une femme de couleur, c'est pas non plus. Et effectivement, là-dessus, on peut vous rejoindre. C'est-à-dire que, comme disait Laurent, c'est bon, c'est peut-être pas incompatible oui, de le préciser, de le rappeler, et pour la société, c'est important, mais aussi de ne pas, parce que certains médias ont tendance vraiment à réduire à fond la caisse et à dire ah c'est l'entrée d'une femme noire au Panthéon, hein, voilà. Enfin, en gros, on ne parle que de ça, du fait que c'est la première femme noire et artiste de music hall au Panthéon. Oui, c'est vrai, mais eux, ils en font trop là-dessus, vraiment. Vraiment, ils en font. Oui. C'est un peu too much. Mais bon, à la limite, l'important, comme vous dites, c'est aussi, et comme le dit Laurent, c'est que c'est un exemple et une personnalité multifacette et qui s'est engagée et qui a tout donné et qui a été une femme, je dirais, généreuse et authentique. Alors maintenant, pour vraiment vous donner un tout petit exemple, et là vraiment c'est minuscule, personne n'a contredit pour le moment au Panthéon de ma mère, mais une femme ces derniers jours a un petit peu raillé cette entrée. C'est une femme célèbre, il s'agit de Brigitte Bardot,
qui a considéré que ce qui a été fait autour de Jean-Paul Belmondo et Joséphine Baker est vraiment trop, que ça n'est pas, probablement, elle a même dit, je pense que ça n'est pas ce qu'ils auraient souhaité, ni l'un ni l'autre. 10 ans d'ailleurs, Joséphine Baker est une femme incomparable, que j'ai moi-même défendue en télévision pour la sauver de la ruine alors que je ne la connaissais pas. Mais c'est vraiment une entrée au Panthéon et pour Belmondo, une cérémonie aux Invalides, je trouve que c'est exagéré. Et c'est une femme qui l'a dit. Évidemment, elle ne représente pas les femmes ou même les êtres humains de notre société qui, comme vous le dites, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, on n'a quasiment pas entendu de voix s'élever contre cette décision. Laurent Kupferman, puis Christiane Vienne. Le Panthéon, ce n'est pas le top 50. On n'entre pas au Panthéon parce qu'on est célèbre. Donc, c'est un faux procès que fait qu'évoque les propos de Brigitte Bardot. Ce qui fait que Joséphine Baker rentre au Panthéon, c'est l'apport à l'esprit civique de la nation qu'elle symbolise et qu'elle incarne. Ce n'est pas sa notoriété, ce n'est pas le fait qu'elle ait été une artiste formidable et illustre, c'est son engagement, c'est ses engagements qui font qu'elle entre au Panthéon parce qu'elle est un modèle, parce qu'elle est un exemple et qu'elle incarne, je le redis, la République du possible. Donc, c'est encore une fois, je veux le redire, cette polémique ou ce début de polémique, pour moi, n'a pas de grand sens. Christiane Vienne. Oui, je partage ce que vient de dire Laurent, mais je voulais ajouter, c'est la tentation parfois lorsque l'on avance, mais comme le disait si bien son fils, l'image, voilà, femme noire, c'est d'arriver à une étape suivante qui consisterait à dire, ben c'est bon, on en a une, on a le quota. Et donc, je dirais, je pense qu'il ne faut pas se méprendre. Enfin, je crois que Laurent a bien exprimé ce que signifie son entrée au Panthéon. On n'est pas sur la symbolique simplement de ce qu'elle représente en tant que femme et que femme de couleur, mais surtout, ce qui entre au Panthéon, c'est toutes les actions qu'elle a menées dans sa vie, tous les combats qu'elle a menés, et c'est ça qui est exemplaire. Donc, moi, je connais plein de femmes que je ne trouve pas du tout admirables, et que ce n'est pas parce qu'une femme le dit que ça a du sens. Mais l'action qu'elle a menée, en ce sens-là, c'est bien, et je tiens à le souligner, c'est bien l'universalité de ce qu'elle représente qui entre au Panthéon. C'est l'exemplarité de son action. Si elle avait été un homme et mené le même parcours de vie, les mêmes actions, il méritait d'entrer au Panthéon. Donc, je pense effectivement qu'il faut dépasser ces polémiques tout à fait stériles, mais garder à l'esprit que je suis quand même heureuse qu'aujourd'hui, ici et maintenant, en France, on puisse honorer une personnalité comme elle et les actions qu'elle a menées. Je trouve que ça me remplit d'une certaine manière. Ça donne un peu de fraîcheur aussi à une situation que l'on peut ressentir dans la société comme un peu bloquée, où chacun reste sur ses positions. Et Laurent Kupferman. Je veux aussi ajouter aux propos auxquels j'abonde, les propos du grand maître, c'est deux choses. Ça apporte un peu de joie, ça apporte un peu de lumière. Et comme on est dans une société qui n'est quand même pas extrêmement lumineuse et il n'y a pas non plus de motif de se réjouir, eh bien là, ça va nous faire du bien. Je veux aussi rappeler une autre chose, c'est que quand Joséphine Baker, elle est aux côtés du pasteur Martin Luther King, Brian l'a rappelé tout à l'heure, elle est la seule femme à prendre la parole, juste avant le fameux I Have a Dream, mais elle le fait comment ? Elle le fait en uniforme de l'armée de l'air française, avec toutes ses décorations. Et là, je dis quel magnifique symbole aussi. Ça aussi, nous devons l'entendre, nous devons le regarder, et ça aussi, c'est exemplaire.
Alors, nous cheminons doucement vers la fin de cette émission. Trois questions rapides à chacun d'entre vous. Laurent Kupferman, comment s'inspirer de cette figure sans en faire un objet de récupération militante? Je voudrais, par exemple, prendre l'exemple de ce que fait la famille Traoré avec le pasteur Martin Luther King. Comment s'inspirer de ce qu'a fait Joséphine Baker sans en faire un objet de récupération militante? Écoutez, vous savez, la seule militance qui compte, pour moi, c'est la lutte contre les discriminations, la lutte contre le racisme, la lutte pour arriver vers un monde meilleur et plus éclairé. Et je crois que c'est ça le message de Joséphine Baker, et que Joséphine Baker, bon, c'est vrai, elle a peut-être été aux côtés de Martin Luther King. Je ne pense pas qu'elle était hostile à Malcolm X, j'en sais rien. Brian pourrait nous le dire. Mais puisque vous voulez montrer deux voies différentes de lutte contre le racisme, encore une fois, face à l'hydre raciste, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'action, c'est l'union et c'est l'engagement. Et c'est ça le message de Joséphine Baker. Et Christiane Vienne, en conclusion, Joséphine Baker, n'est-elle pas le symbole du refus de l'assignation et le symbole de l'émancipation qui est si cher au cœur des francs-maçons? Oui, d'une certaine manière, bien sûr. Je dirais tout à l'heure, en écoutant Brian raconter les débuts de sa vie, donc je dirais l'assignation qui était la sienne, c'était d'être une mère de famille nombreuse dans un milieu très pauvre de l'Amérique raciste. Donc, si elle est arrivée là où elle est, c'est qu'à chaque étape de sa vie, elle a opéré des choix qui l'ont sortie des pièges dans lesquels et du milieu dans lesquels elle pouvait se trouver. C'est un très beau parcours. Ça montre aussi que c'est possible parce que lorsqu'on analyse son parcours, à plusieurs moments, on se dit mais c'est incroyable, comment elle a pu faire ça, comment elle arrive à faire tout ça. Mais elle y arrive parce qu'à chaque fois, là où beaucoup d'entre nous diraient restons à notre place, on ne fait pas de vagues, on ne bouge pas, elle voit une opportunité. Et elle prend l'opportunité, et elle tente l'aventure, et elle vient en France, et elle se marie, et elle adopte des enfants, et elle devient résistante et militante, elle fait plein de choses. Donc, ce qu'elle nous montre aussi, c'est que parfois, pour sortir des assignations qu'on nous impose aux uns et aux unes et aux autres, il faut parfois simplement regarder s'il y a des portes ouvertes et les franchir. Et en ça, sa vie, son exemple, c'est très stimulant. C'est très stimulant aussi, je dirais, pour les francs-maçons que nous sommes, de se dire, si elle l'a fait, c'est possible. Si c'est possible pour elle, c'est possible pour d'autres. Alors, Brian Baker, c'est à vous que reviendra le mot de la fin. Est-ce que paradoxalement, cette panthéonisation, ce n'est pas la panthéonisation d'un destin éminemment français? Eh bien, d'abord, je voulais répondre à l'interrogation de Laurent tout à l'heure par rapport à ma mère et les droits civiques et si elle a suivi, si elle a rencontré l'autre mouvement qui était plus violent. Bon, elle a préféré de loin le mouvement pacifique du pasteur Martin Luther King, ce qui ne l'a pas empêché de rencontrer, en tout cas d'après ce que je sais, je ne suis pas sûr qu'elle ait rencontré Malcolm X, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a rencontré dans les années 60 plusieurs fois Angela Davis et aussi des Black Panthers ou des gens de Black Power. Et parce que même si elle était plutôt dans la mouvance du côté King et dans le pacifisme, elle comprenait quand même d'une certaine façon les motifs, je ne dirais pas de violence, mais les motifs pour elle, c'était des motifs de défense de la part d'Angela Davis, qui était une sacrée activiste, et donc des Black Panthers, qu'elle considérait comme ses frères, même si, bon, voilà, évidemment, elle était plutôt côté King, mais pour elle, les Noirs qui voulaient se
battre. En réalité, pour elle, voulait se défendre. Et donc, elle les comprenait en partie. Voilà. Alors maintenant, pour la question est-ce que c'est une histoire française, forcément, si on entre en Panthéon, si on est honoré par la nation, c'est d'abord parce qu'il y a forcément une histoire française. En fait, une histoire d'amour dès le départ. Ma mère, Paris a accueilli ma mère et l'a, comment dirais-je, en quelques soirs, a été conquis et en a fait une reine, non seulement de la ville, mais par la suite aussi du pays. Et ma mère a été reçue comme jamais elle avait été reçue en son pays, ni par la suite d'ailleurs, puisque par la suite, même en vedette, elle a eu des problèmes dans son pays avec la CIA, le FBI, qui la voyait comme une activiste noire et aussi même éventuellement comme une communiste, alors que bon, elle était avant tout gaulliste. Et avec Paris, ça a duré, voilà, à Bobino en 75, elle fêtait ses 50 ans ses 50 ans de musical par rapport à son arrivée à Paris. Elle est partie quelques jours après cette première triomphale à Bobino. Et maintenant, c'est le Panthéon, un Panthéon qu'elle n'aurait d'ailleurs jamais osé réclamer, hein, bien sûr. Mais c'est une entrée au Panthéon qui scelle cette histoire d'amour entre ma mère et la France, ou entre la France et Paris et ma mère, qui est la scelle pour l'éternité. Eh bien, merci à vous trois pour ce débat qui était particulièrement riche. On se quitte avec, dans le prolongement de ce que vient de nous dire Brian Baker, cette histoire d'amour. Eh bien, j'ai deux amours de Joséphine Baker et je vous souhaite un bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Très bon dimanche. Merci.